Bon, j'aborde un chapitre qui s'appelle, que j'ai appelé créolisation, mémoire au pluriel et historicité. Parce que pour terminer ce panorama qui couvre quelques 50 ans de recherche, je voudrais revenir sur deux thèmes qui traversent et qui charpentent mon parcours: la créolisation d'une part, les mémoires au pluriel et l'historicité d'autre part. Tels que je les ai vus apparaître dans le contexte des Antilles et de la Guyane, et telles que je les ai par conséquent traitées, ces questions sont liées par un même fondement, la situation initiale que constitue l'esclavage d'Africains transplantés avec la violence qui la caractérise. La question de la créolisation m'a occupé très tôt dans mon parcours, même s'il n'est pas immédiatement sous l'égide de ce terme que j'ai placé mon analyse. Il faut dire que le concept nous vient de la linguistique. Il a été élaboré pour désigner le processus constitutif des parlers qu'on appelle aujourd'hui les langues créoles. Le mot a ensuite été appliqué aux formations socioculturelles dites également créoles. Avant que l'usage de cette extension se généralise et finisse même, on le verra, par sortir de son cadre premier, il fallait bien désigner les processus à l'œuvre dans les sociétés nées de l'esclavage d'Africains transplantés en terre américaine. Même si le principe de la créolisation affleurait déjà dans la pensée de Bastide, il ne s'imposait pas encore dans l'étude des sociétés créoles que Bastide, au demeurant, ne nommait pas ainsi, inspiré qu'il était, je vous l'ai déjà dit, par l'idée de nègre fondamental chère à Césaire. Pour rendre compte de l'élaboration que j'avais sous les yeux, dans les villages qui s'étaient constitués au lendemain de l'abolition de l'esclavage, j'ai donc choisi le concept le plus direct et le plus simple, celui de création culturelle. Par là, j'entendais affirmer la nouveauté et l'originalité des pratiques que je voyais à l'œuvre. Toutefois, la lecture d'Herskovits et de Bastide m'avait alerté au sujet de leurs possibles origines. Quelles étaient les influences éventuelles des cultures africaines, amérindiennes ou européennes dans ces pratiques ? Telle était la question. Mais pour l'influence africaine, c'était là un vieux débat. Aux Antilles, dans les années 60, beaucoup l'avaient réglé, ou plus précisément l'avaient simplement escamoté, en adoptant la théorie de la tabula rasa. Les tenants de la table rase, pourquoi je le dis en latin, parce qu'on le dit souvent comme ça. Les tenants de cette théorie estimaient que rien n'avait pu survivre au traitement infligé aux esclaves dans le cadre d'une transplantation exclusivement conçue dans l'intérêt des maîtres. Sensibles notamment au cas des sociétés marronnes, d'autres pensaient au contraire, comme Herskovits, que ces africanismes avaient nécessairement filtré. Des africanismes avaient nécessairement filtré. Alors c'est Herskovits qui appelait ça des africanismes. Il résumait par ce terme diverses formes de passages de faits africains dans le Nouveau Monde. Même si, à partir de là, des gens comme le géographe Hureau ne voulaient voir dans les marrons que les Africains de Guyane, c'est comme ça qu'il les appelait, il a même écrit un livre ayant ce titre. Le fait le plus courant, Hureau est un géographe, mais il a beaucoup travaillé sur la technique amérindienne des canaux. Enfin, je veux dire, c'est pas complètement dérisoire ce qu'il a fait, mais après, il avait une vision très afrocentrée. Le fait le plus couramment reconnu était quand même celui de la réalisation, de la nouveauté, je veux dire, des réalisations dues aux descendants des esclaves dans ce qu'on appelait justement, quoique pour d'autres raisons, le Nouveau Monde. Si l'on s'en tient à l'idée développée par Glissant, qui veut que la créolisation soit productrice d'un résultat totalement imprévisible, qu'il distingue du métissage dont il retient le caractère attendu de la rencontre de ces éléments constitutifs. Les notions de création et de créativité pourraient suffire, me semble-t-il, à rendre compte du processus, s'il s'agit juste de quelque chose, d'un processus dont le résultat est totalement imprévisible. Mais Glissant lui-même inscrit toute sa pensée dans le sillage, me semble-t-il, c'est comme ça que je l'interprète, peut-être certains pourraient ne pas être d'accord avec moi, d'une interrogation première sur sa propre société
et ce qui définit d'abord, dans une première partie de son parcours, son antillanité. Cette pensée évolue ensuite vers la notion de tout monde, mais la question de l'esclavage demeure en filigrane, à mon sens, de cette évolution. C'est en tout cas comme ça que je lis, moi, personnellement, ces romans, ces derniers romans y compris. Inscrite au départ dans la situation première de l'esclavage, la créolisation est d'abord marquée par la violence et l'urgence qui en découlent. Le recours au modèle linguistique permet ici de présenter un exemple probant quant à l'urgence. Comment expliquer sinon la rapidité avec laquelle, à Sainte-Lucie, s'est constitué un créole à base lexicale française, très proche de celui des Martiniquais, un créole très tôt attesté et déjà assez élaboré pour que l'usage s'en perpétue jusqu'à nos jours, alors que la colonie, certes d'abord colonisée par les Français, n'a cessé d'être disputée par les Anglais qui l'ont définitivement occupée au début du XIXe siècle. Ce créole à base lexicale française a subsisté. C'est également en termes de violence et d'urgence. Donc c'est pour ça que je pense qu'on doit imaginer que ça a été urgent pour eux de constituer une langue dans laquelle ils pouvaient, puisqu'ils venaient de pays d'Afrique très divers, ils pouvaient, comment dirais-je, avoir des relations, s'exprimer. C'est également en termes de violence et d'urgence que doit se lire la situation qui a prévalu à la naissance de la société créole de Guyane. Toutefois, le contexte guyanais dans lequel se sont inscrites mes premières recherches m'a conduite à une approche sans doute particulière, mais que j'ai toujours eu la faiblesse, je reconnais, de croire éclairante. J'étais confronté, comme j'ai déjà expliqué, à deux types de sociétés inscrites dans le même espace géographique et économique, la société créole et la société marronne, des Sarmaka en l'occurrence, toutes deux issues de la situation d'esclavage première. J'avoue ne m'être pas posé la question qui pourtant aujourd'hui, au vu des débats autour des processus de créolisation s'impose, les deux cultures correspondant à ces deux sociétés ont-elles été soumises à un même processus de créolisation? La réponse, à mon sens, est simple et complexe à la fois. Si l'on retient le principe de la création d'un objet nouveau, entraîné par la violence de la transplantation esclavagiste et soumise à l'urgence, guidée par les nécessités de la survie, alors on peut dire que la créolisation a été à l'œuvre dans l'un et l'autre cas. Mais les sociétés marronnes, pour elles, et c'est ce que montrent parfaitement des spécialistes comme Mintz et Prince, pour ces sociétés, donc ce principe-là de création, comme je viens de le décrire, existe pour la société créole. Mes propres travaux vont également en ce sens. Si l'on retient le principe de la création d'un objet nouveau, entraîné par la violence de la transplantation esclavagiste et soumise à l'urgence, guidée par les nécessités de la survie, alors on peut dire que la créolisation a bien été à l'œuvre. Vous voulez te couper? Je viens de me répéter. Oui, c'est la même phrase. On va couper. Vous coupez. Si l'on retient le principe de... Parce que je ne suis pas en train de recommencer, là, quand même. Mais suffit-il donc de s'en tenir à cette seule définition de la créolisation pour en saisir toute la possible richesse? Beaucoup sans doute le pensent et, un pas en entraînant un autre, certains peuvent en venir à décontextualiser entièrement le phénomène pour l'appliquer à d'autres situations, plus simplement migratoires par exemple, et s'attacher au seul surgissement du nouveau. Celui-ci pourtant a ses lettres de noblesse, il a pu être qualifié de miracle, n'est-ce pas le terme que choisit Jean-Luc Bognol comme titre du numéro spécial de l'Homme consacré à la créolisation, un terme qu'il emprunte à l'historien haïtien Trouillot. Néanmoins, dès l'instant où un concept au départ scientifique, ici anthropologique, entre dans le débat public, il perd par force de ses nuances et de sa complexité. Tel est le cas pour le concept de créolisation, qui maintenant est devenu un concept qu'on utilise à tout va. Mais si, à l'inverse, on cherche à l'analyser dans le contexte précis de son surgissement initial, il prend alors une toute autre dimension. La comparaison que j'ai été amené à opérer entre les réponses créoles et marronnes à la fièvre de l'or m'a obligé à mettre au jour la différence, voire l'opposition, des principes structurant chacune de ces deux cultures, individualisme dans le cas des créoles et holisme dans l'autre. Les essais sur l'individualisme de Louis Dumont, un livre qui est paru en 1983, auquel j'ai emprunté, alors de manière absolument pas orthodoxe, la logique de cette opposition, ces essais
m'ont conforté dans l'idée que le terrain guyanais en offrait une illustration heuristique. Dans un premier article consacré à la question de la créolisation, qui est paru en 1997 dans les cahiers d'études africaines, je m'étais attaché à saisir la position des créoles de Guyane dans le paysage multiculturel où ils s'inscrivaient désormais. J'ai connu ces pays à une époque où les créoles étaient si largement majoritaires qu'ils ne jugeaient pas utile de se définir autrement qu'en creux. Ils étaient ceux qui restaient quand on avait énuméré toutes les minorités ethniques ou nationales qui vivaient là. Ils étaient les Guyanais. Ils rejetaient les Amérindiens et les Noirs marrons au rang des primitifs en raison de leur holisme, même s'ils ne nommaient jamais directement cette valeur sociale, le culte des ancêtres, la prégnance du matrilignage dans leur organisation, le constant primat du groupe dans toutes les décisions, tous ces facteurs les conduisaient à regarder avec circonspection les sociétés marronnes qui pourtant partageaient avec eux l'horreur de la transplantation esclavagiste. Ils étaient pris alors, je parle toujours des créoles, ils étaient pris alors dans leur aspiration occidentale et revendiquaient leur individualisme comme preuve d'assimilation. Adopté au lendemain de l'émancipation, cet individualisme pourtant était bien de l'ordre de la création, en tant qu'expression du contre-esclavage, mais c'était aussi une marque de modernité qui, partagée avec le monde occidental, devenait le signe du cheminement vers le progrès, entre guillemets, auquel ils aspiraient. Quelques 25 ans plus tard, au moment où j'écrivais cet article, en 1997 donc, les créoles n'étaient plus qu'un groupe parmi d'autres, certes le plus nombreux encore, mais insuffisamment pour prétendre représenter à eux seuls les Guyanais, comme au temps où je faisais mes premières études. Pour se positionner dans ce nouvel ensemble, ils ont alors cherché à s'ériger eux aussi en ethnie. On disait ethnie à cette époque et après on s'est mis à parler de communauté, mais c'est toujours le même concept, le même contenu plutôt. Donc ils voulaient s'ériger eux aussi en ethnie au même titre que les autres sociétés amérindiennes et marronnes, qu'ils considéraient désormais non plus comme primitives, mais comme constitutives de l'histoire de la Guyane, au même titre qu'eux. Il faut dire que parallèlement était intervenu l'essoufflement, puis la fin de l'idéologie de l'assimilation. L'école n'était plus l'ascenseur social qui avait fasciné les générations précédentes, le progrès s'éloignait comme un mirage. Aussi était-ce avec une indéniable ambivalence que les créoles regardaient ces ethnies, anciennement jugées donc primitives, en raison d'un holisme qui constituait désormais le pilier de leur résilience face au rouleau compresseur de l'occidentalisation. Pour autant, l'individualisme était trop pleinement constitutif de leur fondement identitaire pour qu'ils s'en éloignent. Et c'est de cette constatation que j'ai dû partir lorsque, 15 ans plus tard, j'ai apporté ma contribution à la réflexion qu'a donné lieu en 2013 au numéro spécial de la revue de l'Homme, déjà cité, sous le titre « Un miracle créole », avec un point d'interrogation, pour parler de la créolisation. Donc. La mode était alors, et il en est ainsi dans les sciences, de donner à la notion de créolisation une application de plus en plus large. L'écrivain martiniquais Raphaël Confiant y voyait même, je le cite, le mouvement général du monde. J'étais quant à moi trop attentive aux réalités du terrain pour ne pas vouloir éclairer encore et encore le problème en partant des spécificités guyanaises, à commencer par la mise en relief du fondement historique de son apparition, l'esclavage d'Africains transplantés. On pouvait certes vouloir sortir de ce cadre historique jusqu'à confondre en un même mouvement création et créolisation, ma condition toutefois d'en avoir d'abord tiré tous les enseignements. Puisque coexistaient en Guyane deux types de sociétés, issues toutes les deux de cette même transplantation esclavagiste productrice de créolisation, il pouvait être instructif de les comparer en s'attachant à mettre au jour leur convergence et leur divergence. Un domaine était propice à cette comparaison, celui de la magie et de la religion. Sans entrer ici dans des détails ethnographiques concernant les djoukas sur lesquels je me suis appuyé dans cet article auquel je fais référence, paru en 2013 dans l'Homme, sans entrer dans tous ces détails, je relèverai juste l'opposition première entre la sorcelline djouka, qui, pour régler un trouble, finit toujours par mettre en cause la responsabilité du matrilignage, et la sorcellerie créole, qui ne concerne que des individus et implique toujours de renvoyer le mal sur un autre individu, présenté comme le fauteur du trouble.
Pour saisir le sens et les limites de cette opposition, il faut rappeler que, comme l'a montré Marcel Mauss, la magie est cumulative. Si le sorcier Njuka, qu'on appelle Obiaman, je vous ai expliqué tout à l'heure que l'obia, c'était ce principe qui avait permis donc de vaincre, de marronner, de vaincre et de passer un accord avec les anciens négriers. Si le sorcier Njuka ou Obiaman ne parvient pas à régler le problème, la personne touchée pourra aller voir un autre sorcier, soit un autre Obiaman d'un autre groupe, Obiaman Sarmaka par exemple, parfois, mais aussi bien un chaman amérindien ou un Ougan haïtien, l'Ougan étant le prêtre du vaudou. Il en va de même pour les créoles, mais en cas d'échec persistant, c'est alors à la conversion à une religion protestante qu'on s'adresse, en particulier à celle dont les pratiques sont les plus contraignantes et qui a de ce fait la réputation d'être la plus efficace, celle des témoins de Jéhovah. Certes, alors, la conversion à un culte protestant s'inscrit ici dans le cadre plus large d'une plongée dans le mode de vie occidental que la France promeut à travers son administration, son dispositif scolaire et plus largement l'ensemble de ses règles et de ses lois. Mais il apparaît clairement que la conversion à un culte protestant est une manière, sinon de rompre entièrement avec les règles de l'univers holistique où se meuvent les matrilignages et les clans Njuka, du moins d'amorcer un changement vers une certaine individualisation du mode de vie et de pensée, individualisation par ailleurs plus conforme au système des Baka, comme les appellent les marrons, qui désignent dans cet ensemble européens et créoles, qui forment la société globale. En bref, à l'opposition initiale entre individualisme créole et holisme Njuka, se substitue progressivement chez les Njuka un entre-deux au contour plus flou. S'agit-il d'une simple occidentalisation que certains ethnologues sensibles avant tout à la perte des traditions définiraient peut-être comme une acculturation avec un A privatif, même s'ils mettent 2 C quand même, parfois, ou bien sommes-nous en face d'une nouvelle créolisation ou d'une créolisation prolongée si l'on estime que le processus est par définition toujours à l'œuvre. Une nouvelle créolisation, donc, une créolisation susceptible de produire une culture propre, à la fois nouvelle et différente de celle des créoles. Seul, là encore, je pense que l'avenir pourra le dire. Le second thème de réflexion, sur lequel je voudrais revenir rapidement, est celui des mémoires et de l'historicité. Je dois préciser tout d'abord que j'utilise le concept d'historicité dans le sens précis et restreint que lui donne la philosophie existentialiste. Toute réflexion sur la situation coloniale ou postcoloniale, et plus clairement encore sur la situation esclavagiste et post-esclavagiste, y conduit nécessairement. L'historicité ne put s'avérer qu'à partir d'une réappropriation du passé en vue d'une projection vers l'avenir. Refuser d'être encore objet de son histoire pour s'en affirmer au contraire comme le sujet, telle est la démarche avancée pour mieux maîtriser cet avenir. On peut partir ici, une fois encore, du cas de la Guyane, en s'attachant d'abord aux fluctuations de la mémoire collective au fil du temps. Les représentations du passé, ou du moins celles mises en avant aux yeux de l'observateur, ont toujours été liées à la volonté de dresser l'image de soi la plus positive. Je l'ai signalé en parlant de mes premières enquêtes à Regina, j'ai signalé à quel point mes interlocuteurs avaient à cœur de m'expliquer que ce que je voyais, une commune en déclin, n'était qu'un moment négatif d'une histoire plus glorieuse. La prospérité du temps dérué vers l'or était à leurs yeux plus significative de ce qu'ils étaient réellement, au point qu'on devait penser que cette prospérité reviendrait nécessairement un jour. Pour eux, c'était inéluctable. Plus généralement, il faut avoir à l'esprit que si l'esclavage avait longtemps privé les créoles de la possibilité d'une affirmation de soi ostensible, il n'en avait pas bridé entièrement les manifestations discrètes ou les surgissements sporadiques. La preuve en était dans leur démonstration éclatante d'une historicité maîtrisée quand, au lendemain de l'abolition de l'esclavage, ils avaient pris possession des terres domaniales disponibles sur la bande littorale pour y construire un système nouveau d'habitation fondé sur un large individualisme, lui-même conçu comme le seul garant d'un non-retour à l'esclavage. Ainsi, d'abord pris dans l'affirmation d'un individualisme manifestant leur modernité face à des Amérindiens
qui n'étaient alors pour eux, c'était l'époque où ils les appelaient des primitifs, les créoles ont vu leur étoile du progrès s'obscurcir peu à peu. Parallèlement, les Amérindiens ont commencé à émerger sur la scène guyanaise en se revendiquant comme les premiers occupants de la Guyane. Est venu alors le temps des remises en cause de l'ordre postcolonial, tandis que l'assimilation cessait d'être la clé d'un réel progrès, l'immigration et l'accroissement démographique des anciennes minorités ethniques réduisaient sensiblement la supériorité démographique des créoles. Ils n'étaient plus désormais qu'un groupe parmi d'autres, une minorité qu'ils auraient bien voulu voir considérée elle aussi comme autochtone, les créoles. À défaut d'y parvenir, ils ont été amenés à reconnaître aux Amérindiens et aux Marrons Aloukou, les Marrons Aloukou, c'est ceux qui avaient demandé asile à la France et étaient français d'emblée, le statut de peuple cofondateur de la Guyane. Ainsi, par la fabrique d'une histoire à fondement pluriel, susceptible de les maintenir au premier rang, il devrait partager ce premier rang, mais bon, de ce qu'il faut comprendre comme la maîtrise du territoire guyanais, les créoles affirmaient une fois encore et avec force toute leur historicité. Là aussi, j'ai écrit un article en 2018 qui porte sur territorialisation et historicité, qui était ma contribution au travail d'une équipe de l'URMIS. La question de l'historicité est plus intéressante encore lorsqu'elle est examinée dans son rapport direct avec celle de la mémoire de l'esclavage. Fortement revivifiée par l'action de Christiane Taubira, qui est une Guyanaise, qui a obtenu son inscription dans la loi française en tant que crime contre l'humanité, la mémoire de l'esclavage n'a toutefois jamais été aussi prégnante en Guyane qu'elle l'a été en Martinique. C'est donc en m'appuyant sur un exemple martiniquais que je souhaiterais terminer ce chapitre. J'ai signalé toute l'importance du choix de la date du 22 mai pour commémorer l'abolition de l'esclavage à la Martinique. Ce n'était pas, je l'ai dit, la date du décret d'application, qui était le 23 mai, mais celle de la révolte, qui avait obligé le gouverneur de l'île à promulguer cette abolition sans plus attendre. Les Guyanais ont attendu l'arrivée de ce décret en août. Les Martiniquais ont provoqué sa mise en application immédiate. C'est celle d'une révolte qui, aux yeux des Martiniquais, Césaire au premier chef, donnait aux descendants de ses esclaves leur lettre de noblesse. Il y a une très belle citation de Césaire que je n'ai pas là sous les yeux, mais comme il savait écrire, bon, qui montre que ces gens qui étaient poussière devient homme, quoi. Bon, quelque chose comme ça. Ben, c'est beaucoup mieux dit, évidemment, c'est du Césaire. Les commémorations du 22 mai veulent donc rappeler à tous que ce jour de 1848, les Martiniquais étaient devenus pleinement sujets de leur histoire. Certains auteurs ou politiques martiniquais ont dénoncé le piège qu'ils voyaient dans cette glorification circonscrite. Certains y voyaient même une lecture purement utilitariste de l'histoire, je parle d'un Martiniquais eux-mêmes, dévalorisant injustement tous ceux qui, tels les Guyanais et tant d'autres, n'avaient pas devancé la date d'application de l'abolition par quelques révoltes héroïques. Mais par là même, ils accréditaient bien toute l'importance pour un peuple, ici martiniquais, de trouver la voie d'affirmation de son historicité. L'histoire officielle attribue à Schœlcher la gloire d'être celui qui avait obtenu l'abolition de l'esclavage. Emmené par Césaire, les Martiniquais lui ont opposé la construction d'une mémoire historique donnant au pays le héros qui lui manquait, un héros collectif représenté par l'esclavage, les esclaves rebelles du 22 mai. Et ce jour, il faut dire que, alors qu'en Haïti et en Guadeloupe, il y avait Delgrès, qui est d'origine martiniquaise d'ailleurs, qui était connu pour cette faisceau, on dit vivre libre ou mourir. Et puis en Haïti, il y a Toussaint Louverture. C'est d'ailleurs sur ces gens-là que Césaire s'est appuyé et glissant au niveau de leurs œuvres littéraires. Qu'en Guyane, il n'y avait pas de héros identifiés comme ça. Et à ce moment-là, le héros collectif que constituaient les esclaves rebelles de Saint-Pierre a pu constituer l'équivalent. Ce jour-là, retenu en Martinique donc depuis 1982 pour fêter la fin de l'esclavage, suscite des commémorations maintenant qui rechargent une mémoire collective qu'on veut désormais vouer à la glorification non plus seulement de l'abolitionniste Schœlcher, mais des esclaves eux-mêmes dès leur passé du statut d'objet de leur histoire à celui de sujet.